Bien, chers amis, bonjour, bonsoir plutôt. Eh bien, l'activité politique, géopolitique de ces derniers mois a été riche en soubresauts, comme vous le savez. Nous avons eu la crise des Rohingyas en Birmanie, nous avons eu des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, le déplacement de l'ambassade de ces mêmes États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, un raidissement idéologique du nouveau gouvernement italien sur la question des migrants, avec fermeture des ports aux différents bateaux de sauvetage qui patrouillent en Méditerranée. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir, pour de nombreux observateurs, avait toute l'apparence d'un prélude à l'Armageddon. Certains y ont même vu le premier pas vers la Troisième Guerre mondiale, qui avait été prévu par des myriades de scientifiques et d'auteurs de science-fiction. Et malheureusement, force est de constater que les premiers mois de l'administration Trump ont eu pour effet de renforcer leurs craintes. Joute verbale avec la Chine, échanges tendus avec la Russie, relations glaciales avec le Canada, les États-Unis accusant leurs voisins du Nord de jouer le jeu du protectionnisme à son détriment. Pendant cette première année, tout a été fait, semble-t-il, pour détricoter, pour réduire à néant ce qui avait été fait sous les deux mandats de son prédécesseur Barack Obama. Donald Trump n'a d'ailleurs jamais caché son désaccord, voire son mépris envers plusieurs décisions prises par son prédécesseur. Alors, maintenant que nous sommes en octobre 2018 et que l'année vit ses derniers mois, il m'a semblé utile de faire un point sur deux dossiers jugés sensibles par les États-Unis et qui ont tout particulièrement retenu mon attention. Deux dossiers qui avaient été traités avec plus ou moins de succès par l'administration Obama et qui, vous allez le voir, ont fait l'objet d'un revirement à 180 degrés dès lors que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Je veux bien sûr parler de la Corée du Nord et de l'Iran. Alors, commençons donc par la Corée du Nord. Et commençons par un constat. L'attitude de la communauté internationale vis-à-vis de la Corée du Nord a toujours été empreinte de méfiance, d'attentisme et d'appréhension. Si, à son instauration en 1948, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée du Nord de Kim Il-sung jouissait d'un soutien indéfectible de l'Union soviétique et de la République populaire de Chine, elle n'apparaissait au niveau international, à l'échelon mondial, que comme un État satellite, un fragment d'un pays qui, après 50 ans de colonialisme japonais, a été coupé en deux par les grandes puissances voisines. Kim Il-sung passe ensuite les rênes du pouvoir à son fils, Kim Jong-il, en 1994, et d'ailleurs c'est intéressant de noter que nous voyons la naissance de la première dynastie héréditaire communiste de l'histoire. Au cours de ces années, pas de grande chose à dire, si ce n'est peut-être l'attaque du palais présidentiel à Séoul, en Corée du Sud, en 1968. Quelques essais de missiles balistiques tirés de ci, de là, qui s'échouent, qui s'écrasent à différents endroits sans grand succès. Et la communauté internationale, et les États-Unis en particulier donc, ne voyaient en la Corée du Nord qu'un État vassal, maintenu sous perfusion par les différents subsides et les aides en provenance de Chine et d'Union soviétique. Et tant pis si les droits de l'homme sont bafoués à une échelle inédite, comme on n'en avait jamais vu encore depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et tant pis si le régime nord-coréen réprimait avec une violence extrême toute tentative de réforme ou d'exercice des libertés civiles. L'Occident avait en effet bien d'autres chats à fouetter. En cette époque où s'annonçait la coexistence pacifique avec les soviétiques, et où s'annonçait également la délicate transition de l'après-Mao. Alors malgré tout, les choses vont se compliquer, et les choses vont se compliquer en 2006, tout particulièrement, année où la République de Corée du Nord annonce être parvenue, à la grande surprise générale, à mener avec succès son premier essai nucléaire. À la surprise générale, pas pour tout le monde, car les différents services de renseignement
et les différentes armées du monde étaient bien au courant depuis 1994 que le régime ermite, comme on l'appelle, essayait par tous les moyens d'acquérir la technologie nécessaire pour produire des ogives nucléaires. Mais c'est quand même un camouflet, c'est quand même une injure à la face du monde, car cet essai est réalisé juste 3 ans après que la Corée du Nord se soit retirée du traité de non-prolifération. Alors, après cela, les puissances occidentales, les puissances régionales aussi, ont toujours essayé de tenir la Corée du Nord en respect, en alternant les sanctions, en alternant des aides internationales, principalement économiques et alimentaires. Et à ce titre, il faut être juste, en disant que l'administration Obama, elle aussi, n'a fait que pérenniser une situation déjà existante. Chaque président, chacun des successeurs de Barack Obama a d'ailleurs pris un grand soin de faire en sorte que rien ne bouge, que les choses ne changent pas, et, pourrions-nous dire, a redonné la patate chaude à son successeur. Et alors, en 2011, à la mort de Kim Jong-il, nous voyons l'accession au pouvoir de son fils, Kim Jong-un. Et alors, on a commencé à penser, on a commencé à imaginer que peut-être cette transition marquerait un renouveau dans les relations de ce pays avec le reste du monde. Kim Jong-un, on le savait, avait étudié en Suisse, il a étudié à l'extérieur, il s'est rendu dans différents pays, il a vu le monde, et on l'imaginait plus ouvert vis-à-vis des influences extérieures. Mais la réalité était tout autre, puisque dès son accession au pouvoir, il a ordonné une intensification des tirs de missiles balistiques et des essais nucléaires sur le territoire nord-coréen. Attentisme, donc, de la communauté internationale, mais également sidération et impuissance. Le régime semblait incontrôlable, enchaînant les provocations, et l'élection de Donald Trump, donc, faisait craindre le pire. Et les premiers mois du nouveau président américain, pour tout dire, n'ont pas déçu. Traitant le dirigeant nord-coréen de Rocketman et d'autres qualificatifs peu flatteurs, Trump a vite fait souffler un vent de panique dans toute l'Asie et également dans les couloirs de la Maison-Blanche. Et prenant encore une fois tout le monde à contre-pied, il décide, quelques mois plus tard, de rencontrer en personne Kim Jong-un. Et ça va être chose faite le 12 juin 2018 à Singapour. La rencontre semble cordiale, mais derrière les deux dirigeants, nous avons des délégations absolument pléthoriques et un dispositif de sécurité qui a fait que ce petit État insulaire est devenu, l'espace de quelques jours, l'un des endroits les mieux gardés de toute la planète. Et depuis, étrangement, Donald Trump n'a cessé de clamer son affection pour Kim Jong-un, ce qui n'a même pas manqué de faire grincer des dents dans les couloirs de la diplomatie internationale au moment où il conspue son voisin du Nord, Justin Trudeau, et qu'il critique à longueur de journée l'Union européenne. Certains observateurs n'ont pas manqué de souligner les différents points communs qui semblent être à l'origine de ce rapprochement contre nature. Premièrement, l'ego surdimensionné de ces deux protagonistes. Deuxièmement, une croyance presque aveugle que la force est ce qui fait avancer les relations internationales. Et troisièmement, un pragmatisme forcené qui amène chacun de ces deux hommes à vouloir tirer toujours le meilleur parti de la situation dans laquelle ils se trouvent. Alors, on aurait malgré tout tort de croire que tout va pour le mieux. Les relations naissantes sont malgré tout minées par des décennies de méfiance réciproque. Et selon certains experts américains et asiatiques, la Corée du Nord ne semble pas tout à fait pressée de mettre fin à l'utilisation de la technologie nucléaire. Les efforts déployés par l'administration Trump, aussi improbables et surprenants qu'ils soient, représentent paradoxalement un bon pas en avant et, disons-le, une des plus grandes avancées en vue d'un règlement de la crise coréenne depuis plus de 70 ans. Mais en plus de la Corée du Nord, nous avons assisté à une autre volte-face de l'administration Trump.
Et un des plus grands revers vis-à-vis de l'administration de son prédécesseur a été le retrait unilatéral des États-Unis du plan global d'action conjoint, que l'on appelle Joint Common Plan of Action en anglais, JCPOA. Alors pour rappel, ce plan avait été signé à Vienne le 14 juillet 2015 par les pays du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que par l'Allemagne, l'Union européenne et l'Iran. Et lorsque cet accord avait été signé, il avait provoqué de nombreux soupirs de soulagement en Iran, aux États-Unis, car de nombreuses personnes voyaient ainsi s'éloigner les nuages d'une guerre totale entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Cependant, on se souvient que dès la campagne présidentielle, Donald Trump avait dénoncé cet accord comme étant un des pires accords signés de toute l'histoire des États-Unis et avait promis, s'il était élu, de s'en retirer le plus tôt possible. Et ce fut chose faite, le 8 mai 2018. Le retrait américain entraîna donc l'application de 2 jeux de sanctions, un premier jeu en juin et un deuxième jeu de sanctions en novembre 2018, c'est-à-dire au moment où nous parlons le mois prochain. Les réactions, malgré tout, ne se sont pas faites attendre. Premièrement, le régime iranien, bien conscient du danger à voir son économie étranglée une nouvelle fois par des sanctions, a décidé de faire appel de la décision américaine auprès de la Cour de justice internationale de l'A Haye. Et la Cour, dans sa décision numéro 2018-50 du 3 octobre 2018, c'est-à-dire la semaine dernière, a donné raison à l'Iran en demandant aux États-Unis de mettre fin à ces sanctions. Mais malgré tout, tous les experts et juristes internationaux s'entendent pour dire que cette décision de la Cour internationale de justice ne devrait pas avoir de conséquences particulières car, vous le savez, les États-Unis n'ont pas ratifié cet accord de la création de la Cour de justice internationale. Et l'autre fait notable, et très intéressant de noter, nous vient de l'Union européenne. Cette Union européenne qui est en permanence conspuée pour sa passivité, pour son absence de réactivité face aux défis internationaux. Eh bien, cette dernière semble néanmoins décider à tout mettre en œuvre pour sauvegarder les relations commerciales naissantes avec la République islamique. Et tout en, nous sommes d'accord, essayant également de conserver de bons rapports avec les États-Unis. Et de ces considérations contradictoires est né ce qu'on appelle le véhicule spécial, qu'on appelle plus couramment le SPV, les acronymes anglais de Special Purpose Vehicle, pensé en collaboration avec la Russie et la Chine. Alors, si vous n'êtes pas versé forcément dans le monde de la finance, un véhicule spécial est en fait une filiale d'une société avec ses propres actifs et son propre passif, et qui est créé dans un but unique. En l'occurrence, le véhicule spécial envisagé aurait pour tâche unique de faire du commerce avec l'Iran, et uniquement cela. N'ayant aucune activité avec un quelconque pays, ce véhicule serait donc à l'abri des sanctions américaines. Et cette manœuvre, si elle se concrétise, serait un formidable moyen d'éviter les représailles des États-Unis. Mais ce groupe de pays, aussi audacieux soit-il, se heurte malgré tout à de vives oppositions, et sur plusieurs fronts. Les États-Unis, tout d'abord, qui, on l'imagine, vont avoir du mal à rester les bras croisés, à regarder les grandes puissances autres détricoter et essayer de contourner les sanctions qu'ils viennent d'appliquer. Israël, ensuite, qui est un partenaire stratégique des Européens pour la sécurité au Moyen-Orient. Et nous nous souvenons d'ailleurs des déclarations incendiaires de Benjamin Netanyahou et de son ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, à l'encontre de la République islamique et de son influence grandissante au Moyen-Orient. Et pour finir, l'Arabie Saoudite, qui dès l'élection de Donald Trump a essayé de l'amadouer, de lui faire les yeux doux, de tenter un rapprochement encore plus accentué qu'auparavant. Et cela a pris la forme, le 21 mai 2017, d'un méga contrat d'un montant de 380 milliards de dollars, dont 110 milliards sont liés à des contrats d'armement à destination du royaume wahhabite. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui?
le 9 octobre 2018? Eh bien, l'économie iranienne est exsangue. La seconde vague de sanctions qui se profile à l'horizon est redoutée par des pans entiers de la société iranienne. Mais là, encore une fois, Donald Trump semble manier la carotte et le bâton. Il a proposé de rencontrer en personne le président iranien Hassan Rouhani en marge d'une réunion internationale. Seul hic, Hassan Rouhani est lui-même empêtré dans une lutte intestine avec les membres les plus conservateurs du Parlement iranien et n'a pour l'instant apporté aucune réponse à cette proposition. Alors que dire, pour conclure, de ces 2 premières années de Donald Trump comme acteur de la politique internationale? Eh bien, si le cataclysme tant attendu, tant redouté, n'a pas eu lieu, on reste malgré tout décontenancé par les déclarations successives faites par le président. Et en particulier les déclarations peu courtoises et peu agréables faites à ses alliés traditionnels, comme le Canada ou l'Allemagne. Mais il y a quand même 2 points qui me semblent importants de souligner pour conclure, et qui nous permettront de mieux comprendre la politique américaine actuelle. Premièrement, il est important de noter que la politique extérieure menée par les États-Unis actuellement s'inscrit dans la ligne droite d'une tradition républicaine. Soutien indéfectible à Israël, entente pragmatique avec l'Arabie Saoudite et rigueur extrême vis-à-vis des États voyous, ce qu'on appelle en anglais et communément dans le langage diplomatique les Rogue States, tels que définis par George Bush fils, et en particulier la Corée du Nord, la Syrie et donc maintenant l'Iran. Et le deuxième point important, c'est que au-delà du personnage caricatural que Donald Trump nous montre au jour le jour, il est force est de constater que la politique puissante, basée sur la force brute des États-Unis, semble efficace, en tout cas sur les 2 dossiers dont je viens de vous parler, le dossier iranien et le dossier nord-coréen. Et cette diplomatie, qu'on pourrait appeler une diplomatie du bulldozer, semble montrer en tout cas des résultats encourageants, puisque certains pays qui étaient jusqu'à maintenant très fermés semblent s'ouvrir pour entamer un dialogue. Mais cet exercice montre également ses limites, puisque vous savez que la stratégie, une diplomatie de la force n'agit qu'avec les partenaires en position de faiblesse. Et les relations avec des États-Unis avec des pays plus forts, plus puissants, comme en particulier je pense à la Chine et la Turquie, pourraient se détériorer encore davantage et voire s'envenimer encore plus qu'elles ne le sont actuellement. Et c'est là, à mon avis, la grande limite de la vision diplomatique américaine actuelle. Et par conséquent, il faut donc rester prudent, car la politique internationale, comme vous le savez, est un travail de longue haleine, et les projets et les progrès d'une journée peuvent vite tourner court. Et donc les 2 prochaines années, qui nous séparent encore des élections présidentielles de 2020, vont donc être cruciales pour l'équilibre des forces géopolitiques dans le monde. Merci.